Quelques mois après les funérailles de mon mari, je suis allé à la banque pour fermer tous ses comptes, et là, je l'ai soudainement vu. Il est vivant. Il ne m'a pas remarqué et est parti rapidement. Je l'ai immédiatement suivi. Ce dont j'ai été témoin ensuite m'a paralysé sur place par une peur absolue. Bienvenue sur notre chaîne, Twist of FATE. Avant de commencer, s'il vous plaît, écrivez d'où vous nous regardez. Cela nous intéresse de le savoir. Puissiez-vous apprécier l'écoute de cette histoire passionnante. Elena s'est réveillée à 5 heures du matin, comme elle le fait depuis 30 ans. Elle n'utilise plus de réveil depuis longtemps, son corps sait déjà quand se lever. Il fait encore nuit dehors. Seule la lumière du poteau de clôture du voisin laisse une goutte de lumière jaunâtre sur la route mouillée. Ramon était allongé à côté d'elle, le dos au mur, respirant paisiblement. Autrefois, il dormait sur le dos, les bras étendus, et Elena posait sa tête sur son épaule. Mais c'était il y a longtemps, si longtemps qu'elle ne se souvenait plus de la dernière fois. Elle s'est levée lentement, s'est habillée et est allée à la cuisine. La cafetière a sifflé. La maison s'est remplie d'une odeur familière. Elena a pris 2 tasses, la blanche était pour elle et la bleue pour Ramon. Elle les a placées sur la table. 30 ans des mêmes tasses, du même rituel chaque matin. Elle a coupé un morceau de pain, a pris le beurre dans le réfrigérateur et a sorti le pot de gelée qu'elle prépare elle-même à chaque saison des pluies. De la fenêtre de la cuisine, on aperçoit leur jardin, 2 vieux manguiers, un carré de tomates qu'Elena change chaque été, et le banc en bois que Ramon a fabriqué lui-même. Le banc était fissuré depuis longtemps et l'un de ses pieds pourrissait, mais Elena ne le fait plus réparer. Elle savait que Ramon rejetterait simplement l'idée. Leur maison se trouve dans un lotissement calme, à une demi-heure de route de la ville. Elle n'a qu'un étage avec un toit de chaume et une petite cour. Lorsqu'ils l'ont acheté il y a 30 ans, Ramon a dit, « Tu verras, Elena, dans 10 ans, nous construirons un 2e étage. Nous construirons une terrasse avec vue sur les collines. » Il n'y a jamais eu de 2e étage. Au lieu de cela, il y avait des fissures dans le mur de la salle de bain, le robinet de la cuisine fuyait et la porte d'entrée était toujours verrouillée, ce à quoi Elena s'était habituée. Ramon est arrivé dans la cuisine à 6h30. Il n'a pas dit bonjour. Il s'est simplement assis à la table, a pris la tasse bleue et a fixé son téléphone. Elena a posé une assiette de petit déjeuner devant lui. « Est-ce que tu vas rentrer tard ce soir ?» a-t-elle demandé. Non pas parce qu'elle attendait une réponse honnête, mais parce que c'était son habitude. « Je ne sais pas. Le fournisseur vient. Je dois organiser une livraison. Je pourrais être en retard, a-t-il répondu, sans quitter l'écran des yeux. Elena a hoché la tête et s'est assise en face de lui. Elle le regardait boire son café et essayait de se souvenir de la dernière fois qu'ils avaient eu une vraie conversation, pas sur les factures, le toit qui fuit ou la nécessité de changer un pneu, mais juste une simple conversation entre deux, sur n'importe quoi. Comme avant, quand il pouvait s'asseoir sur ce banc en bois jour et nuit pendant que Ramon lui parlait de ses projets et qu'elle l'écoutait, croyant chaque mot. L'entreprise de Ramon, un magasin de bricolage à la périphérie de la ville, était autrefois une source de fierté pour eux. Il y a 25 ans, ils ont commencé avec un petit entrepôt et un camion de livraison. Elena s'occupait elle-même de la comptabilité, répondait aux appels et aidait même à soulever les sacs de ciment quand il y avait un manque de personnel. Puis, l'entreprise a prospéré. Ramon a embauché des employés et Elena s'est progressivement éloignée du travail. Ramon a dit, « Occupe-toi juste de la maison et de Danilo. Je m'occuperai des affaires. » Elle a accepté, non pas parce qu'elle voulait partir, mais parce qu'elle lui faisait confiance. Elle lui a toujours fait confiance. Depuis 2 ans, la bouche de Ramon n'était pleine que de problèmes. Les fournisseurs augmentent les prix, les clients passent à la concurrence, les impôts les étouffent. Au dîner, il fronce les sourcils. Il pique sa nourriture avec sa fourchette et répète sans cesse, « Nous sommes sur le point de nous effondrer, Elena. Si cela continue, nous devrons fermer le magasin. » Elle a proposé de l'aider, de s'occuper à nouveau de la comptabilité. Mais il l'a simplement éconduite. C'est différent maintenant. Tout est informatisé. Tu ne pourrais plus gérer ça. Et Elena s'est retirée. Elle se sentait inutile, comme si elle était vieille. Leur fils, Danilo, était distant. Il avait un appartement en ville. À 28 ans, il travaillait comme manager dans une société commerciale. Elena ne comprenait pas tout à fait ce qu'il y faisait réellement.
Danilo appelait une fois par semaine. Il venait déjeuner chaque semaine, enfin, pas chaque semaine, mais presque une semaine sur deux. Il ressemblait plus à son père, fermé. Il n'était pas bavard et avait l'habitude d'éviter les questions inconfortables. Pour Elena, cela faisait simplement partie de sa personnalité. C'est comme ça que les hommes sont vraiment, disait-elle à son amie Loïda quand celle-ci lui demandait comment allait son fils. Tout le monde ne sait pas montrer ses émotions, mais c'est un garçon gentil. Je le sais. Loïda était probablement la seule meilleure amie d'Elena. Elles s'étaient rencontrées il y a 20 ans dans la file d'attente chez le pédiatre, elles avaient toutes deux des fils du même âge. Depuis, elles se parlaient tous les soirs. Elles prenaient un café tous les samedis dans un petit café sur la place et parlaient de tout. Loïda fut la première à remarquer que quelque chose n'allait pas avec Ramon. « Elena, tu ne remarques rien ? Chaque week-end, il va toujours quelque part. Et il emporte même son téléphone portable avec lui aux toilettes, a dit Loïda un jour en mélangeant le sucre dans son café. Loïda, ne va pas imaginer des choses. Il a des problèmes avec l'entreprise. Il est juste stressé. Tous les hommes à cet âge deviennent étranges, a répondu Elena avant de détourner la conversation vers une recette de gâteau. Mais les mots de Loïda sont restés gravés dans son esprit comme une épine invisible qui la piquait à chaque mouvement. Elena a commencé à remarquer des détails qu'elle ignorait auparavant. C'était vrai, Ramon ne se séparait plus de son téléphone. Avant, il le laissait simplement à l'entrée et n'y touchait pas de la nuit. Maintenant, il est toujours dans sa poche. Il est face contre table quand il est posé, et il sort sur la véranda quand un message arrive. Une nuit, Elena s'est réveillée et a vu que Ramon n'était pas à ses côtés. Elle l'a trouvé dans la cuisine, assis dans le noir. Seule la lumière de l'écran du téléphone éclairait son visage alors qu'il tapait rapidement. Quand Elena est entrée, il a été surpris et a immédiatement caché le téléphone. « Je n'arrive pas à dormir. Je calcule si nous avons assez d'argent pour payer la livraison de ciment, a-t-il dit avant de retourner dans la chambre. Elena est restée dans la cuisine. Elle a posé le pied sur le carrelage froid du sol et a ressenti une oppression dans sa poitrine. Pas de la peur, pas de la suspicion, mais de l'épuisement. Elle était fatiguée de prétendre que tout était normal. Même si tout le monde autour d'elle criait un non, elle restait silencieuse. Elle s'était tue pendant 30 ans, quand Ramon oubliait leur anniversaire, ou quand il rentrait à minuit avec une odeur de parfum d'une autre qu'elle supposait simplement provenir d'une réunion avec des clients. Une fois qu'il a cessé de demander comment s'était passée sa journée, le silence est devenu une habitude, un bouclier, une façon de préserver ce qu'ils avaient, ou pensaient avoir. Cette nuit d'octobre a commencé comme d'habitude. Elena avait préparé un dîner de poulet mariné et de riz, le plat préféré de Ramon. Elle a dressé la table et disposé les serviettes. À 19h, Ramon a appelé. « Je ne serai pas là pour le dîner. Je vais chez le fournisseur. Je vais rester la nuit, autant dormir là-bas. Ne m'attends pas. » Sa voix était pressée. En arrière-plan, il y avait un bruit comme s'il était au bord de la route ou dans un parking. « D'accord, sois prudent sur la route, a dit Elena. Même, a-t-il répondu, puis il a raccroché. Elena a retiré la deuxième assiette de la table et a mangé seule. Elle a regardé les informations, a arrosé les plantes sur le rebord de la fenêtre et s'est assurée que la porte d'entrée était verrouillée. Elle s'est couchée à 22h30 mais n'a pas pu dormir. Le vent dehors était fort, et la branche du manguier bruissait contre la vitre, ce qui lui semblait être quelqu'un frappant de manière répétée. Le téléphone a sonné à 2h du matin. Elena a saisi l'appareil, pas encore tout à fait réveillée. Le nom de Danilo est apparu sur l'écran. Maman. La voix de son fils était grave et contenue. Maman, il y a eu un accident. Papa. Papa est mort. Elena s'est assise dans son lit. La pièce tournait comme le pont d'un navire. De quoi parles-tu? Quel accident? Où? Sur le pont. La voiture a quitté la route et a pris feu. La police m'a appelé parce que j'étais inscrit comme personne à contacter sur ces documents. Maman, le corps. Ils ont dit qu'il était brûlé. Ils ont dit qu'ils ne pouvaient l'identifier que grâce au dossier dentaire. Elena n'a pas crié. Elle n'a pas pleuré. Elle est juste restée assise là. Le téléphone était contre son oreille tandis qu'une main agrippait fermement la couverture. Le monde autour d'elle est devenu comme du coton. Les sons arrivaient comme s'ils venaient de sous l'eau.
La lumière de la lampe de chevet lui perçait les yeux. « Maman, tu m'entends ? Maman, je suis en route. Ne bouge pas. Je suis en route. » Danilo est arrivé 1 heure plus tard. Elena était assise dans la cuisine devant une tasse de thé froide qu'elle avait préparée machinalement. Son fils est entré et l'a serré dans ses bras, et c'est alors qu'elle a commencé à pleurer doucement. Il n'y avait pas de sanglots, les larmes coulaient simplement sur ses joues et elle ne les essuyait même pas. « Je vais m'occuper de tout, maman. Tu n'as pas besoin d'aller là-bas. Tu n'as pas besoin de voir ça, a dit Danilo en l'asseyant sur la chaise. Je veux le voir, a chuchoté Elena. Maman, ce n'est pas possible. Les médecins ont dit que le corps est très abîmé. Tu ne voudrais pas te souvenir de lui comme ça. Gardons simplement le souvenir de lui quand il était encore entier. Et Elena a obéi, car l'obéissance faisait déjà partie de sa vie aussi courante que le café du matin avec 2 tasses sur la table, ou le silence remplaçant la conversation. Les funérailles ont été fixées 3 jours plus tard. Le cercueil en bois sombre était fermé, orné de poignées en bronze et d'une couronne de chrysanthèmes blancs choisis par Danilo. Elena se tenait près de la tombe, vêtue d'une robe noire qu'elle avait portée pour la dernière fois aux funérailles de sa mère il y a 10 ans. La robe était déjà un peu serrée aux épaules, et ce petit désagrément, d'une manière étrange, l'empêchait de sombrer complètement dans la stupeur. Seules quelques personnes sont venues. Loïda, bien sûr, et la voisine avec son mari, un cousin de Ramon qu'il ne voyait qu'une fois tous les 5 ans, et quelques connaissances lointaines. Mais personne n'est venu du travail de son mari. Aucun partenaire, aucun employé, aucun client avec qui il disait parler tous les jours. Pourquoi personne n'est-il venu du travail, a demandé Elena à Danilo après la cérémonie, alors qu'ils étaient assis à la maison et que les voisins préparaient la nourriture qu'ils avaient apportée. Parce que, maman, ces derniers jours, papa s'était disputé avec presque tout le monde à cause de l'argent et des dettes. Tu connais papa, quand ses volontés ne sont pas suivies, il coupe soudainement les ponts. Les gens boudaient, a répondu Danilo sans regarder sa mère. Il se tenait près de la fenêtre, regardant le jardin. Elena a hoché la tête. Ramon était comme ça, impulsif, franc, et ne sachant pas saluer les gens en premier. Elle a accepté cette explication comme elle acceptait tout le reste, sans poser de questions. Les jours suivants les funérailles se sont transformées en une boue grise. Elena se réveillait à 5 heures par habitude, allait à la cuisine, sortait 2 tasses, puis en rangeait une. Chaque fois qu'elle faisait cela, le retour de la tasse bleue était comme un coup de poing à l'estomac qui faisait plus mal que n'importe quel mot. Elle cuisinait mais mangeait à peine. Elle arrosait les plantes, s'asseyait sur le banc fissuré du jardin et fixait les manguiers. Les voisins venaient, apportant des marmites de soupe et disant les mots qu'il fallait qu'Elena entendait mais ne comprenait pas. Loïda venait chaque jour et s'asseyait à côté d'elle. Parfois, c'était le silence, parfois elle lui racontait des histoires inutiles sur la météo ou sur le changement de propriétaire du café de la place. Elena était reconnaissante pour ce silence et pour les petites choses qui remplissaient le vide sans rien demander en retour. Danilo venait 3 ou 4 fois par semaine. Il apportait des papiers et expliquait les assurances, les comptes et les impôts. Elena ne comprenait pas très bien les chiffres, les noms et les termes, il ne faisait que flotter. Elle signait là où son fils lui indiquait et ne posait pas de questions. L'assurance de papa est de 2 millions, mais une partie servira à rembourser les dettes qu'il a laissées. Je m'en occupe, maman. Ne t'inquiète plus, a dit Danilo en rangeant les documents dans un dossier. 2 millions ? A demandé Elena. Elle ne savait rien pour l'assurance, Ramon n'en avait pas parlé. Il l'a souscrite il y a 6 mois. Peut-être qu'il avait un pressentiment. Tu sais que les hommes de son âge commencent à penser à ce genre de choses. Elena a regardé son fils confiant, professionnel. Il était fort, trop fort, pensa-t-elle un instant. Mais cette pensée fut rapidement écartée. Tout le monde n'est pas pareil lorsqu'il s'agit de montrer son chagrin. Peut-être était-il simplement très fort. Peut-être gardait-il tout à l'intérieur, comme son père. 2 mois passèrent. Décembre apporta des matinées froides et des jours courts. Pour la première fois, Elena sentit le nuage dans son esprit se dissiper progressivement. Non pas parce que la douleur était partie, mais plutôt parce qu'elle s'y était habituée. Comme on s'habitue à boiter ou au bruit derrière la fenêtre, la douleur était devenue une partie de son environnement. Un matin, elle a ouvert le tiroir du placard où Ramon gardait ses documents. Il y avait des piles de papiers, des reçus, des copies de contrats,
des cartes de visite. Elle les a triées un par un, ne sachant pas trop ce qu'elle cherchait. Peut-être voulait-elle simplement faire amende honorable, faire quelque chose qui avait un sens pratique. Parmi les papiers, elle a vu plusieurs relevés bancaires pour des comptes qu'elle ne connaissait pas, des valeurs qui ne correspondaient pas aux histoires de Ramon sur les dettes et les pertes. Elle a appelé Danilo. « Fils, j'ai vu des papiers dans le bureau de papa. Il y a des comptes ici que je ne connais pas. Peut-être que j'irai à la banque pour arranger ça, pour fermer ceux qui sont inutiles afin que les frais ne s'accumulent pas. Maman, ne fais pas ça. Je vais m'en occuper. Repose-toi. Danilo, je me repose depuis 2 mois. J'ai besoin de faire quelque chose. Je vais à la banque demain. » Il y eut un silence à l'autre bout. Puis Danilo a dit, « D'accord, mais s'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, ne signe rien. Appelle-moi. » Elena a posé le téléphone et a regardé la pile de papier sur la table. Pour la première fois en 2 mois, elle a ressenti autre chose que la perte, pas de l'espoir, mais de la détermination. C'était petit et fragile, mais réel. Elle allait arranger les choses, fermer les comptes, résoudre les dettes, et peut-être apprendrait-elle à revivre. Elle a caché les papiers dans son sac, a éteint la lumière de la cuisine et est allée dans la chambre. Le lit semblait si grand sans Ramon. Elena s'est allongée sur le côté comme d'habitude et est restée longtemps dans le noir, à écouter le silence d'une maison vide. C'était une matinée nuageuse. Les nuages pendaient bas sur la ville, et l'air sentait la pluie qui n'était pas encore tombée. Elena a mis son manteau gris, a noué un foulard et a quitté la maison plus tôt que d'habitude. Elle voulait arriver à la banque avant l'ouverture, avant que la foule ne se multiplie. Les documents de Ramon, sa pièce d'identité et le certificat de décès étaient dans son sac, Danilo lui en avait laissé une copie. Le trajet en bus jusqu'au centre a duré une demi-heure. Elena était assise près de la fenêtre, regardant défiler les maisons, les magasins et les gens aux arrêts de bus. Tout semblait irréel, comme si elle regardait un film dont elle ne faisait pas partie. Elle avait à peine quitté la maison pendant 2 mois, et maintenant la ville semblait étrangère, trop bruyante, trop rapide. La banque se trouvait dans un vieil bâtiment au coin de la rue principale, avec une façade beige et de lourdes portes vitrées. À l'intérieur, il faisait froid et cela sentait le papier. Elena a pris un numéro dans la file d'attente électronique et s'est assise sur une chaise en plastique contre le mur. Il y avait 8 personnes devant elle. Un vieil homme en polo usé vérifiait un reçu, une jeune mère avec un enfant sur les genoux faisait défiler son téléphone, 2 hommes en costume parlaient doucement. Elena a posé son sac sur ses genoux et a attendu. Ses doigts jouaient machinalement avec la bandoulière du sac, une habitude qui avait commencé après les funérailles. Ses mains cherchaient toujours quelque chose à tenir, à manipuler, à serrer. Elle regardait le tableau électronique où les numéros changeaient lentement et se demandait quoi dire au directeur. « Mon mari est mort. Je dois fermer ses comptes. » Des mots simples. Elle les répétait dans sa tête pour que sa voix ne tremble pas. 20 minutes passèrent. Elena a levé les yeux du tableau et a balayé la pièce du regard. Son regard s'est posé sur le présentoir de brochures, les guichets, les gens faisant la queue au distributeur automatique, et s'est soudainement arrêté. Au 3e guichet, il y avait un homme debout. Il lui tournait le dos, légèrement courbé en parlant au guichetier. Il était de taille moyenne, large d'épaules et un peu voûté, un trait que Ramon avait acquis après de nombreuses années assis dans un bureau. Il avait des cheveux sombres avec des mèches blanches. Et ce geste, quand il ajustait le col de sa veste d'un mouvement rapide et court de la main droite, Elena avait vu ce geste des milliers de fois au petit déjeuner, devant le miroir du couloir, à la porte avant de partir au travail. Son cœur battait la chamade, résonnant dans ses oreilles. Elena a resserré sa prise sur la bandoulière de son sac des 2 mains. Non, non. C'est impossible. Je deviens folle. C'est ainsi que le deuil affecte les gens, ils commencent à voir le défunt dans chaque personne qui passe. Loïda racontait qu'après la mort de sa belle-mère, elle l'avait vue à l'épicerie pendant 1 mois. C'est normal. Cela aussi disparaîtra. L'homme a pris quelques papiers du guichetier, les a pliés et les a mis dans la poche intérieure de sa veste. Puis il s'est redressé, s'est tourné légèrement, et Elena a vu son profil, un nez pointu, une mâchoire lourde et une petite cicatrice sur le menton due à une chute de vélo. Quand il était jeune, Ramon racontait cette histoire avec fierté à chaque nouvelle connaissance. Maintenant, son visage portait une barbe courte qui était auparavant absente, et il portait des lunettes à monture sombre.
Ramon ne se regardait jamais dans un miroir, il se vantait même que sa vue était aussi perçante que celle d'un aigle. Ce qu'il portait était également inhabituel, au lieu de son habituel polo à carreaux et de son jean délavé, il portait une veste sombre, un pantalon noir et des chaussures de ville que Ramon n'aurait jamais portées. Mais c'est lui. Elena le savait avec une certitude aussi ferme que son propre nom. Elle s'était réveillée à côté de cet homme pendant 30 ans. Pendant 30 ans, elle l'avait regardé manger, marcher, rire et se mettre en colère. La barbe et les lunettes pouvaient tromper les autres, mais pas elle. Elle le reconnaîtrait d'un simple coup d'œil à sa tête, à sa façon de transférer son poids d'un pied à l'autre, ou à son habitude de lever légèrement l'épaule gauche. L'homme Ramon s'est retourné et s'est dirigé vers la sortie d'un pas rapide et confiant, sans regarder autour de lui. Il est passé à 3 mètres d'Elena, si près qu'elle pouvait sentir son parfum. Pas celui qui était sur l'étagère de sa salle de bain, mais une odeur différente, une odeur inconnue. Il n'a pas regardé dans sa direction. Son regard n'a même pas vacillé. Peut-être qu'il ne s'attendait pas à la voir ici. Peut-être était-il sûr qu'Elena était juste assise à la maison à arroser les plantes comme d'habitude. La porte vitrée s'est refermée derrière lui, et Elena est restée assise sur la chaise en plastique. Elle serrait son sac contre sa poitrine. Ses jambes ne voulaient plus bouger. Ses genoux tremblaient et son estomac était glacé. Pendant un instant, elle a cru qu'elle allait tomber de la chaise directement sur le sol en marbre de la banque. Quelqu'un appellerait une ambulance, et elle devrait expliquer pourquoi elle avait des vertiges. Je viens de voir mon mari mort. On aurait dit le début d'un film de série B ou un symptôme qui vous envoie chez le psychiatre. Mais Elena n'est pas tombée. Elle a lutté, a saisi le bord de la chaise et s'est forcée à se lever. Ses jambes tremblaient comme après une longue course, mais elle a réussi à tenir debout. Elle a passé son sac à l'épaule et s'est dirigée vers la porte, lentement d'abord, puis en accélérant. Le tableau affichait son numéro, mais Elena n'a pas regardé en arrière. Dehors, elle s'est arrêtée aux escaliers et s'est retournée. Ramon marchait sur le trottoir vers le parking, environ 50 mètres plus loin. Elena l'a suivi, essayant de garder ses distances. Son manteau gris se confondait presque avec la couleur de la journée nuageuse, et elle se sentait presque invisible. Le parking était au coin à un espace ouvert pour 50 voitures avec des piliers en béton et des lignes d'asphalte délavées. Ramon s'est approché d'un SUV argenté garé dans le coin le plus éloigné. Elena n'avait jamais vu ce véhicule auparavant, leur voiture familiale, une vieille berline vert foncé, était au garage depuis cette nuit d'octobre. Sur le siège conducteur du SUV, il y avait une femme assise. Elena l'a vue dans le rétroviseur, elle paraissait jeune, environ 30 ans, avec des cheveux sombres attachés en queue de cheval et un maquillage soigné. Quand Ramon s'est approché de la voiture, la femme lui a souri d'un sourire ouvert et familier, le sourire de quelqu'un qui attend. Pas comme une connaissance, mais comme quelqu'un qui lui appartenait. Elena s'est tenue derrière un large pilier en béton et s'y est appuyée. Son cœur battait si fort qu'il semblait pouvoir être entendu dans tout le parking. Elle a jeté un coup d'œil prudent. Ramon a ouvert la porte passager avant et est monté dans la voiture. Il s'est penché vers la femme et lui a donné un baiser court et décontracté, comme on embrasse sa femme en rentrant de l'épicerie. Puis il a regardé vers l'arrière, et Elena l'a vu dire quelque chose. Sur la banquette arrière, il y avait 2 sièges auto pour enfants. Dans l'un, il y avait un garçon aux cheveux bouclés et sombres, âgé d'environ 5 ans. Dans le second, une petite fille plus jeune, peut-être 3 ans, avec un ruban dans les cheveux. Ramon a passé sa main derrière son siège. Le garçon lui a ébouriffé les cheveux et a dit quelque chose qu'Elena n'a pas entendu, mais le garçon a répondu fort, d'une voix perçante qui a résonné dans tout le parking, « Papa, est-ce que tu m'as acheté une voiture ? Papa !» Elena a fermé les yeux. Le pilier en béton était froid et rugueux sous ses doigts. Elle est restée là et a respiré lentement par la bouche, juste comme le médecin le lui avait appris quand elle avait fait une crise de panique après l'opération de son petit-fils. Inspirez en comptant jusqu'à 4, expirez en comptant jusqu'à 6. Inspirez, expirez. Le SUV a accéléré. Les feux ont clignoté. La femme a sorti la voiture du parking lentement, sans se presser. Le garçon s'est appuyé contre la vitre et a fait signe à quelqu'un qu'il ne pouvait pas voir. La fille dans son siège mâchait un biscuit. Ramon regardait son téléphone. Elena a regardé le SUV argenté s'éloigner et a répété le numéro de la plaque d'immatriculation et les lettres et les chiffres encore et encore dans sa tête comme un mantra jusqu'à ce que la voiture disparaisse au tournant.
Puis elle a pris un stylo à billes dans son sac et a écrit le numéro au dos d'un reçu de pharmacie qu'elle a tiré de sa poche. Le garçon paraissait avoir environ 5 ans, la fille en avait 3. Cela signifie que lorsque Ramon se plaignait des dettes et rentrait tard le soir, quand il emportait le téléphone dans la salle de bain et chuchotait dans la cuisine chaque nuit, il n'avait pas seulement une maîtresse, il avait une autre vie. Il avait des enfants qu'Elena ne connaissait pas, une famille dont elle ne soupçonnait pas l'existence. Tous ses fournisseurs et ses voyages d'affaires n'étaient pas du travail, c'était sa maison, sa deuxième maison. Ses pas l'ont ramenée à l'arrêt de bus. Elle ne se souvenait plus comment elle avait marché. Il y avait un bourdonnement dans sa tête et ses pensées s'emballaient. Il ne reste plus rien. Elle a pris le bus, a pressé son front contre la vitre froide et a fermé les yeux. Il passait devant des rues, des feux de signalisation et des enseignes de magasins. Une femme sur le siège d'à côté parlait fort au téléphone d'un certain Michael qui avait encore oublié de chercher son fils à l'école. La vie ordinaire. Normale. Une vie où les conjoints ne simulent pas leur propre mort. À la maison, Elena a verrouillé la porte, est allée directement à la cuisine et s'est assise à la table. Devant elle se trouvait le reçu avec le numéro du véhicule. Ses mains tremblaient, mais son esprit était clair, une clarté choquante et effrayante comme après un choc violent, quand le corps libère tellement d'adrénaline que le monde devient net et précis, comme une photographie prise avec un bon appareil. Elle n'a pas appelé Danilo. La décision fut immédiate et ne pouvait être changée. Si Ramon était vivant, s'il avait simulé sa mort, qui l'avait aidé? Qui s'était occupé des documents? Qui avait organisé les funérailles avec un cercueil fermé? Qui avait dit à une mère qu'il était impossible de regarder le corps? Elena a pris l'ordinateur portable dans le tiroir. Vieux et lent mais fonctionnant toujours, elle a ouvert le navigateur et a commencé ses recherches. D'abord, le certificat de décès. Elle a trouvé une copie dans le dossier des documents laissés par Danilo. Le nom du médecin qui avait signé le rapport, Dr Reyes. La clinique n'était pas un hôpital public mais une clinique privée dans une petite ville à 40 km de là. Elena a cherché le numéro de la clinique sur Internet et a appelé. Bonjour. J'aimerais confirmer les informations d'un certificat médical. Il a été signé par le docteur Reyes en octobre dernier. La femme à la réception resta silencieuse un instant. Puis elle répondit, le docteur Reyes ne travaille plus ici. Il a démissionné. Un clic de clavier se fit entendre. Le 28 octobre. Le 28 octobre, une semaine après l'accident de Ramon. Où est-il parti? Peut-être dans une autre clinique? Je suis désolé, je n'ai aucune information à ce sujet. Je peux vous mettre en relation avec le chef de l'hôpital si nécessaire. Ce n'est plus la peine. Merci. Je rappellerai. Elena posa le téléphone et écrivit sur un bloc-notes, Reyes a démissionné une semaine plus tard. Pourquoi? Vint ensuite l'accident. Elena se rendit sur le site de la police et chercha les rapports d'incident pour ce jour-là. Elle vérifia tous les enregistrements de collisions mineures dans la ville, un accident sur l'autoroute à 100 miles au nord, un délit de fuite dans le centre. Mais il n'y avait aucun accident grave sur ce pont. Pas d'incendie, pas de victimes. Elena lut le rapport 3 fois. Les données peuvent être incomplètes, peut-être que tous les accidents ne sont pas rendus publics. Mais ce pont se trouve sur une route nationale. Un accident avec un incendie et un décès n'est pas une petite affaire. Cela ne peut pas passer inaperçu. Elle se souvint du rapport de police que Danilo lui avait montré, une mince feuille de papier avec de petites lettres. Il y était écrit le nom de Ramon, la date, le lieu, le pont à ce kilomètre précis. Mais il n'y avait pas de photo, pas de témoignage, pas de numéro de dossier et pas de nom d'enquêteur, juste un morceau de papier avec du texte. Étape suivante, l'assurance. Elena trouva la copie dans le même dossier que le rapport de police. La police avait été souscrite 8 mois auparavant pour une somme de 2 millions. Le bénéficiaire, Danilo Moral. Pas Elena, Danilo. Ramon avait changé le bénéficiaire de l'assurance de sa femme à son fils 8 mois avant sa mort, et Elena ne le savait pas. Relevé bancaire, Elena avait accès à leur compte joint où les factures et les courses étaient payées. Elle demanda un relevé détaillé via la banque en ligne. Au cours des 6 derniers mois, des sommes étaient sorties de ce compte, que Ramon expliquait comme étant des paiements aux fournisseurs. Mais le destinataire était le même compte inconnu enregistré sous un nom qu'Elena venait tout juste de voir.
Les montants étaient importants de 30 000 à 50 000 pesos par mois. L'entreprise dont Ramon disait qu'elle perdait de l'argent s'avérait générer des revenus réguliers. Il avait simplement déplacé l'argent ailleurs. Elena ferma l'ordinateur et s'adossa à sa chaise. Il commençait à faire nuit dehors. Elle était assise à la table depuis un certain temps, le temps passait inaperçu. La cuisine était silencieuse, seul le ronronnement du réfrigérateur se faisait entendre dans le coin. Les tasses étaient sur l'étagère, la blanche et la bleue, l'une à côté de l'autre, comme d'habitude. Il restait une dernière étape, la plus lourde. Samedi, Danilo est parti pour le week-end. Il a dit qu'il allait voir des amis à la plage. Elena a attendu que sa voiture disparaisse au tournant et est montée dans sa chambre. Danilo vivait en ville maintenant, mais il avait toujours sa propre chambre chez ses parents où il séjournait parfois. La chambre était toujours la même qu'avant, un lit étroit, une affiche d'un joueur de basket au mur, une étagère de livres qu'il n'avait pas ouvert depuis l'université, et l'ordinateur portable sur la table. Elena connaissait le mot de passe, elle avait elle-même acheté cet ordinateur à Danilo il y a 3 ans pour son anniversaire et l'avait aidé à le configurer. Son fils était trop paresseux pour changer le mot de passe qu'ils avaient défini ensemble. 4 chiffres. L'année de sa naissance à l'envers. L'ordinateur a démarré. Elena a ouvert la messagerie et a commencé à faire défiler les conversations. La plupart sont sans intérêt, des amis, des collègues, une femme à qui il envoie des photos. Et puis, Elena a vu un nom qui a accéléré sa respiration. Papa, le dernier message date d'hier seulement. La conversation est active, régulière. Il l'a ouverte et a commencé à lire depuis le début. Ramon, transfère cet argent de l'assurance sur le nouveau compte que j'ai ouvert. Je t'enverrai le numéro plus tard. Dis à maman que c'est allé au remboursement de la dette envers les fournisseurs. Danilo, d'accord, je le ferai cette semaine. Quand transféreras-tu ma part? Ramon, comme convenu, 30% après avoir reçu tous les paiements. Ne te presse pas. Ne panique pas et ne te fais pas remarquer. Il ne vérifie pas, alors agis calmement. Danilo, d'accord, réglons juste rapidement cette question de propriété. Il commence à poser des questions sur les papiers de la banque. Ramon, quelle question? Danilo, il veut aller à la banque pour fermer les comptes. J'ai dit non, mais tu connais maman. Tais-tu. Ramon, ne laisse pas les choses s'envenimer. Dis que tu as tout fait. Donne-lui n'importe quel papier. Il n'est pas doué pour ce genre de choses. Elena a défilé plus loin. Des messages plus anciens. Quelques semaines avant l'accident. Ramon, le médecin signera tout. Je lui ai parlé. J'aurai aussi un rapport de police. Je connais quelqu'un. Il créera un formulaire vierge. Tout ce que tu as à faire est d'appeler maman pendant la nuit et de lui parler de l'accident. Ensuite, organise les funérailles. Cercueil fermé. Dis que le corps a brûlé. Danilo, et s'il veut voir? Ramon, il n'aimera pas ça si ce que tu dis est vrai. Dis que les médecins ne le recommandent pas. Il écoutera. Il écoute toujours. Il écoute toujours. Elena a lu cette ligne encore et encore. 3 mots qui contiennent tout ce qu'elle représente pour Ramon. Pas un partenaire. Pas une femme. Pas une personne. Une fonction. Pratique. Obéissante, prévisible. On peut le tromper, il le croira. On peut le quitter, il n'enquêtera pas. On peut le vendre, il signera. Il y a aussi des messages sur Cynthia. C'est le nom de la femme dans le SUV. Ramon écrit à leur sujet avec chaleur, comme s'il était à la maison. Cynthia a inscrit Matthew au football. Lisa commence à faire des phrases complètes. C'est drôle. Matthew et Lisa sont ses enfants. Le garçon et la fille sur le siège arrière. D'après la conversation, il s'avère que Ramon est avec Cynthia depuis 6 ans. 6 ans, c'est une double vie. 6 ans où Elena a lavé ses vêtements, préparé ses dîners et l'a attendu à la fenêtre chaque soir. Elena a pris des captures d'écran méthodiquement. Page après page. Ses doigts bougent avec assurance, même si à l'intérieur d'elle quelque chose brûlait, pas du feu, mais quelque chose de plus lourd, de plus sombre, comme du plomb fondu. Elle enregistre chaque message, chaque surnom, chaque détail. Ensuite,
elle a tout envoyé à sa propre adresse email. La messagerie a été fermée et l'ordinateur éteint. Elle l'a remis sur la table exactement comme il était. Elle a disposé la chaise, a quitté la pièce et a fermé la porte. Dans la cuisine, Elena a versé de l'eau et l'a bu d'un trait en restant debout près de l'évier. Dehors, il a commencé à pleuvoir. La pluie tombait toute la journée. Des gouttes tombaient sur le métal du rebord de la fenêtre, et ce son était la seule chose qu'Elena pouvait entendre parce qu'à l'intérieur, elle était devenue complètement silencieuse. Pas de larmes, pas de cris. Quelque chose s'était complètement brisé avec un léger craquement, comme une branche sèche qui se casse sous le pied. La trahison de son mari était un coup de poignard dans le dos. Mais Danilo? Danilo est le Danilo qu'elle a porté dans son ventre pendant 9 mois, celui qu'elle a veillé la nuit quand il était malade, celui pour qui elle préparait le sac à dos chaque matin pour aller à l'école où elle lui apprenait à lire. Confronté à cette même table de cuisine, Danilo l'a vendu pour 30% de l'argent de l'assurance. Elena a posé le verre sur la table et a regardé son reflet dans la fenêtre sombre. Une femme de 55 ans. Il y a des mèches blanches sur son front, des rides autour de ses yeux, des mains calleuses par les travaux ménagers interminables. Elle a été épouse et mère pendant 30 ans, et il s'avère qu'aucune de ces choses n'importait aux personnes qu'elle servait. Mais maintenant, debout dans la cuisine au son de la pluie, pour la première fois en 2 mois, elle ne se sentait pas faible. Quelque chose de nouveau s'éveillait en elle. Dur, froid, inconnu, pas de la vengeance, pas de la colère, mais de la clarté. Une clarté de cristal sur ce qui doit être fait. Elle s'est assise à la table, a ouvert son carnet et a commencé à faire une liste. Le premier mot sur la liste est avocat. Elle l'a barré 2 fois et a ajouté un point d'exclamation. Elle n'est jamais allée voir un avocat. Tous les papiers, contrats et transactions étaient toujours gérés par Ramon ou Danilo. Mais maintenant, elle a besoin de quelqu'un qui soit de son côté. Le lendemain matin seulement, Elena a appelé Loïda. Elle n'a pas tout dit, a juste demandé si elle connaissait un bon avocat. Un avocat? Pourquoi faire? Loïda a posé une question réfléchie sur l'héritage. Je veux mettre de l'ordre dans les papiers de Ramon. Danilo a dit que tout va bien, mais je veux m'en assurer. C'est vrai, a conseillé Loïda. Écris à maître José Vargas. Il a géré le cas de ma sœur quand son ex-mari a essayé de cacher des biens pendant le divorce. Une personne dure mais honnête. Il est spécialisé dans la fraude et le droit de la famille. Je t'enverrai son numéro. Le bureau de maître José Vargas est au 3e étage d'un vieil immeuble dans le quartier des affaires de la ville. Réception bondée. 2 chaises. Une secrétaire derrière une cloison vitrée. Sur les murs, des diplômes encadrés et une photographie de l'avocat avec un politicien inconnu d'Elena. Ça sent le café et le vieux papier. Maître Vargas lui-même était un homme court et trapu d'environ 60 ans, avec des cheveux blancs coupés courts et un regard vif sous des sourcils épais. Il a serré fermement la main d'Elena, professionnellement, et a désigné la chaise en face de son bureau. S'il vous plaît, parlez. Elena a raconté l'histoire depuis le début. Environ 30 ans de vie commune avec Ramon, le passage de l'appel de Danilo la nuit au cercueil fermé et aux funérailles sans aucun collègue de travail, la banque, le SUV argenté. La fille et la voix de l'enfant sur le parking, le certificat du médecin qui a démissionné une semaine plus tard, le rapport d'accident vierge. L'avocat a écouté la conversation de l'ordinateur de son fils. Vargas parlait calmement, sans l'interrompre, écrivant seulement occasionnellement sur un carnet jaune. Quand Elena a fini, il a enlevé ses lunettes, a plissé le nez et l'a regardé droit dans les yeux. « Madame, avez-vous les captures d'écran de la conversation? Tout le monde est là. » Elena a sorti les impressions de son sac. Elle avait passé la moitié de la nuit à imprimer des captures d'écran sur une vieille imprimante presque cassée, mais elle y est parvenue. Relevé bancaire, copie de police d'assurance, certificat de décès avec le numéro du véhicule noté. Maître Vargas a posé les papiers sur la table et les a étudiés pendant 10 minutes. Elena était assise et écoutait le tic-tac de l'horloge au mur large, ronde avec un cadran blanc comme celles qui pendent dans les cliniques et les bureaux gouvernementaux. C'est une affaire pénale, a finalement déclaré Maître Vargas en mettant le dernier papier de côté. Fraude à l'assurance. C'est un cas sérieux. La falsification de documents, de certificats de décès et de rapports de police sont des cas distincts. Votre fils est complice, et c'est aussi un cas distinct. Le médecin qui a signé le faux rapport? Aussi.
C'est toute une chaîne. Que dois-je faire? Premièrement, nous déposerons une plainte auprès du bureau du procureur cette semaine. Deuxièmement, je déposerai une requête pour geler tous les comptes bancaires de votre mari et de votre fils afin qu'ils ne puissent pas retirer l'argent restant. Troisièmement, nous demanderons que le certificat de décès soit déclaré invalide parce qu'il est faux. Et quatrièmement, une affaire de séparation de corps avec partage des biens basée sur la fraude. Cela vous donnera un avantage au tribunal. Si l'infidélité du conjoint est prouvée, le partage n'est pas 50-50e, mais en faveur de la victime. Elena écoutait et hochait la tête. Les mots fiscal, gel des comptes et procès étaient lourds et inconnus, comme une langue étrangère. Mais elle comprenait tout. Mais, madame, je dois vous avertir, a ajouté maître Vargas en la regardant dans les yeux. Votre enfant recevra probablement une peine réelle ou une mise à l'épreuve. Elena s'est tue. Devant la fenêtre du bureau, un bus est passé et les vitres ont tremblé. Mon fils a aidé mon mari. Sa mort a été simulée pour me voler. Il m'a regardé pleurer aux funérailles. Il savait que le cercueil était vide. Il rentre à la maison, apporte des papiers que je signe et transfère mon argent à son père. Il m'appelle maman tout en me vendant pour 30%. Oui, je suis prête. Elena parlait franchement. Il n'y avait aucune vibration dans sa voix. Maître Vargas a hoché la tête et lui a tendu un stylo. Si c'est le cas, veuillez signer la procuration spéciale. Commençons. Pendant les 2 semaines suivantes, Elena a mené une double vie, et il y avait une amère ironie à cela qu'elle ne pouvait s'empêcher de remarquer. À la maison, devant Danilo, elle restait comme avant, calme, obéissante, occupée par le deuil. Quand l'enfant arrive, elle signe les papiers qu'il apporte. Pas de questions. Elle prépare le déjeuner pour lui, demandant comment se passe le travail. Danilo est devenu complaisant. Sa mère agit comme d'habitude. Aucun soupçon. Pendant ce temps, maître Vargas agit. La plainte au procureur a été déposée le 3e jour. L'enquêteur a reçu tout le matériel, capture d'écran de la conversation, relevé bancaire, copie de la police d'assurance, informations sur le médecin et le numéro de voiture de Ramon. Le bureau du procureur a ouvert un dossier pour fraude à l'assurance et falsification de documents. Au même moment, maître Vargas a déposé une requête pour le gel des comptes. Le juge l'a étudié rapidement, les preuves étaient solides. Tous les comptes sur lesquels Ramon a transféré l'argent ont été gelés. Le compte de Danilo a également été gelé en tant que complice. Elena sait tout par l'avocat. Maître Vargas appelle chaque soir brièvement au sujet de l'affaire. Elle le note dans son carnet, le même carnet où elle a commencé sa liste. La plaque d'immatriculation du véhicule a été tracée. Enregistrée au nom de Cynthia Cruz. L'adresse est dans un lotissement à 3 heures d'ici, a rapporté maître Vargas le 5e jour. Ramon dit qu'il va chez les fournisseurs, mais il va en fait dans son lotissement. La police a trouvé l'adresse. Ramon y vit selon les documents. Il est enregistré sous son propre nom. Il a juste changé d'adresse. Il n'a même pas pris la peine de se cacher, peut-être était-il sûr que personne ne chercherait une personne décédée. Le 10e jour après le dépôt de la plainte, maître Vargas a appelé le matin. Maintenant, l'arrestation. La police est en route pour le lotissement. Elena se tenait à la fenêtre de la cuisine, regardant le jardin. Les manguiers sont nus. L'été les a dépouillés jusqu'à la dernière feuille. Le banc en bois est devenu noir à cause des pluies. D'accord, a-t-elle dit avant de raccrocher. Ramon a été arrêté à 11 heures du matin dans la maison de Cynthia dans le lotissement. Il a ouvert la porte au policier portant un pantalon de survêtement et un t-shirt, tenant une tasse de café. Selon l'enquêteur que maître Vargas a cité à Elena, Ramon a d'abord essayé de dire qu'ils avaient fait une erreur. Mais quand on lui a montré les captures d'écran de sa conversation avec Danilo, il s'est tu et n'a plus parlé jusqu'à l'arrivée de son avocat. Selon la police, Cynthia se tenait à la porte de la chambre des enfants en pleurant. Les enfants étaient dans la maison. Matthew dessinait à table, Lisa dormait dans le berceau. La police a emmené Ramon et a appelé Cynthia pour un interrogatoire en tant que témoin. Danilo a été appelé au bureau du procureur le lendemain. Elena ne savait pas comment cela s'était passé, maître Vargas lui a juste raconté les événements généraux. Danilo est arrivé, convaincu qu'il ne s'agissait que d'une formalité concernant l'héritage.
Quand l'enquêteur a étalé les impressions des messages qu'il et son père avaient échangés, Danilo est devenu pâle et a demandé de l'eau. L'interrogatoire a duré 4 heures. Au début, Danilo a tout nié. Puis il a essayé d'expliquer que son père l'avait forcé, qu'il avait peur. Mais la conversation racontait une autre histoire. Il n'y avait pas un seul message dans lequel Danilo hésitait ou s'opposait. Il parlait des détails d'une manière sans émotion, professionnelle, comme s'il discutait d'un projet au travail. « Quand transféreras-tu ma part ?» Ce n'étaient pas les mots de quelqu'un qui était forcé. À la fin de l'interrogatoire, craignant l'emprisonnement, Danilo a commencé à témoigner contre son père. Il a tout raconté sur la façon dont Ramon avait suggéré le plan un an avant l'incident. Comment il avait trouvé le médecin qui était prêt à tout signer pour de l'argent. Comment il avait préparé le faux rapport de police avec l'aide d'une connaissance qui travaillait dans une imprimerie. Il a parlé de Cynthia, des enfants et des comptes où l'argent était allé. Il a dit que son père recevrait l'assurance et tous les biens quand Elena se calmerait et arrêterait d'interférer. Le docteur Rez a été retrouvé une semaine plus tard. Il avait déménagé dans une petite ville au bord de la mer et travaillait dans une clinique rurale. Lors de l'interrogatoire, il a admis que Ramon lui avait payé 10 000 pour un faux certificat médical. Rez a dit qu'il avait des dettes et qu'il avait besoin de l'argent pour le traitement de sa mère, il ne pensait pas que cela nuirait à qui que ce soit. L'enquêteur a tout noté et a soumis les documents au tribunal. Le procès a commencé 3 mois plus tard. Elena assiste à chaque audience. Elle est assise au 3e rang près de l'allée. Elle porte la même veste grise qu'elle portait ce jour-là. Maître Vargas est à côté d'elle. Occasionnellement, il se penche et chuchote des commentaires. Elle regarde Ramon. Il est assis derrière la cloison vitrée dans la salle d'audience. Pas de barbe. Pas de lunettes. Il porte un uniforme de prisonnier. Il a l'air plus vieux qu'il ne l'était ces 2 derniers mois. Maigre. Des cernes sous les yeux. Son avocat, un jeune homme nerveux dans un costume mal ajusté, a essayé de baser sa défense sur l'émotion. Mon client était le père de 2 jeunes enfants. Il a fait une erreur, il était confus. Il a agi par désespoir. Son entreprise était en difficulté. Il ne voyait pas d'autre issue. Le procureur était calme et méthodique. Il a lu la conversation. A montré les relevés bancaires. Des témoins ont été appelés. Le docteur Reya a témoigné en regardant le sol. Danilo s'est assis à la barre des témoins et a répondu aux questions d'une voix basse. Il n'a pas levé les yeux pas une seule fois pendant tout le procès. Il n'a pas regardé en direction de sa mère. Ramon a demandé la parole. Il s'est levé. Il s'est tourné vers les personnes dans la salle d'audience et a parlé par fragments. Il sautait d'un sujet à l'autre. Elena a écouté et s'est tue. Elle a regardé l'homme avec qui elle était depuis 30 ans et ne l'a pas reconnu. Pas en apparence, mais intérieurement. Cet homme se tenait devant le juge et implorait la clémence. Cet homme parlait du droit à une seconde chance. Mais lui-même avait pris à Elena 30 ans de vie, d'argent, de dignité et, le plus douloureux de tout, son fils. Le procès a duré 4 audiences. Le verdict a été lu le vendredi de la dernière semaine de mars. Il n'y avait presque personne dans la salle d'audience. Lors des dernières audiences, seuls les participants à l'affaire et quelques journalistes du journal local sont venus. Ramon a été reconnu coupable de fraude à l'assurance à grande échelle, de falsification de documents et de simulation de sa propre mort. Le verdict, 6 ans de prison. Le juge a lu le verdict sans émotion, citant les articles et les événements. Ramon restait immobile, la tête baissée. Danilo a reçu 3 ans de mise à l'épreuve avec l'obligation de restituer intégralement tout l'argent reçu. Le juge a cité sa coopération à l'enquête comme une circonstance atténuante mais a souligné la gravité de ses actes. Danilo était assis sur le banc, les mains jointes et regardant le sol. Le docteur Rez a reçu 2 ans de mise à l'épreuve et une interdiction à vie de pratiquer la médecine. Le certificat de décès de Ramon a été déclaré nul et non avenu. La séparation de corps a été accordée en faveur d'Elena. Selon la décision du tribunal, elle a reçu tous leurs biens conjugaux. Cela comprenait la maison, l'entreprise de quincaillerie et tous les comptes non liés à la fraude. L'entreprise que Ramon prétendait déficitaire depuis des années générait en réalité des revenus réguliers, cela a été confirmé par un expert financier.
la compagnie d'assurance a déposé une plainte séparée pour la restitution des 2 millions de pesos payés sur la base du certificat falsifié. Quand l'audience fut terminée, Elena se leva, ferma sa veste et marcha vers la sortie. Maître Vargas l'accompagnait, portant son portfolio de documents. « Est-ce que ça va ?» a-t-il demandé à la porte. Elena s'est arrêtée sur les marches du palais de justice. La journée était claire, le premier vrai jour de printemps. Le ciel était haut et bleu avec un mince nuage. L'air sentait la terre humide et quelque chose en fleurs. « Oui » a-t-elle dit. « Je le sens. Pour la première fois depuis longtemps. »« Oui. » La maison s'est vendue plus vite qu'Elena ne l'avait prévu. L'agent, une femme plus âgée aux yeux fatigués et à la voix étonnamment vive, a amené les premiers acheteurs une semaine après qu'Elena a placé l'annonce. Un jeune couple, un ingénieur et une enseignante attendant leur premier enfant. Ils ont parcouru les pièces, touchant les murs, scrutant les placards. La femme n'arrêtait pas de répéter « Cette maison est si chaleureuse. On sent que quelqu'un y a vraiment vécu. » Elena se tenait sur le pas de la porte de la cuisine et pensait à quel point il était étrange d'entendre le mot « chaleureux » pour un endroit où elle avait vécu pendant 30 ans à côté d'un homme prévoyant de s'échapper. La vente a été conclue en 3 semaines. Elena a méthodiquement disposé les meubles pièce par pièce comme un chirurgien, couche par couche. La chambre a été la plus facile. Elle a mis ses vêtements, ses draps et quelques livres dans des cartons. Les affaires de Ramon Apollo, chaussures, kit de rasage, le parfum qu'il n'emportait plus, elle les a portés à un point de collecte caritative de l'autre côté de la rue. La femme au comptoir a demandé « Affaire d'homme ? Vous divorcez ?» Elena a répondu « C'est comme ça » et est partie sans se retourner. La cuisine a été le plus dur. 30 ans de petit déjeuner, de déjeuner et de dîner. 30 ans d'odeur de café, de cannelle, de cornichons et de gelée d'ube. Elena a pris les tasses, les assiettes et les casseroles des étagères et les a enveloppées dans du papier journal. Elle a tenu longtemps la tasse bleue de Ramon alors qu'elle se tenait à l'évier. Ensuite, elle l'a placée sur le bord de la table et s'est éloignée. Elle ne voulait pas la prendre, mais il semblait mal de la jeter pas par sentimentalisme, mais à cause d'une sorte de superstition qu'elle ne pouvait expliquer. Finalement, la tasse est restée sur la table quand Elena a quitté la maison pour la dernière fois. Le jardin. Elle y est sortie la nuit quand tout était emballé. Les manguiers commençaient à sortir leurs premières feuilles douces, vert pâle, presque transparentes à la lumière. Le champ de tomates qu'elle creusait et plantait chaque année était vide, terre noire brisée par les pluies d'hiver. Le banc en bois était toujours là. Il était incliné vers la gauche. Elena s'y est assise avec précaution. Elle a vu s'il pouvait encore supporter son poids. Le banc a craqué mais n'a pas cédé. De là, elle pouvait voir la clôture des voisins, le toit de leur maison avec l'antenne, et un morceau de ciel qui devenait rose avec le soleil couchant. Au début de leur mariage, elle et Ramon s'asseyaient ici chaque soir et rêvaient à haute voix. Terrasse au 2e étage. Une petite piscine gonflable pour l'enfant, disait Ramon. Attends, Elena. Dans 5 ans, nous vivrons comme des rois. Elle riait et croyait. Elle croyait toujours. Elena caresse le bois rugueux du banc. Sous ses doigts, elle sent les fissures, les morsures, les traces de pluie et de soleil. Elle se lève, secoue ses vêtements et marche vers le portail. Elle ne regarde pas en arrière. Elena trouve l'appartement par elle-même, sans agent, sans l'aide d'un homme. Une petite ville balnéaire, à 4 heures au sud, où elle était allée une fois avec Loïda pour un week-end. Il y a environ 5 ans, elle se promenait sur la plage, mangeait des crevettes dans un petit restaurant sur le quai, et Elena avait dit « J'aimerais pouvoir vivre ici pour me réveiller et voir la mer tous les jours. » Loïda a ri. Elena déménage. Elena a secoué la tête. Ramon n'acceptera jamais. Il ne peut pas vivre sans la ville. Maintenant, la permission de Ramon n'est plus nécessaire. L'appartement est au 3e étage d'un vieil immeuble à la façade décolorée et au balcon en fer. 2 chambres, une cuisine avec une fenêtre donnant sur la cour, une salle de bain avec un robinet qui goutte, et un balcon face à la mer. Pas sur l'océan ouvert, mais sur une baie tranquille et semi-circulaire avec des bateaux de pêche sur le quai et un phare à l'extrémité. Les murs de l'appartement étaient peints en blanc, avec des fissures par endroits. Le sol en carreaux de terre cuite était froid le matin. Il y avait peu de meubles, un lit, une table, 2 chaises, une vieille armoire avec un miroir sur la porte. C'était suffisant pour Elena.
Lors de sa première nuit dans le nouvel appartement, elle a à peine dormi pas par nervosité, mais par nouveauté. D'autres sons. Au lieu du silence de la subordination, il y avait les vagues de la mer, le gazouillis matinal des oiseaux, la corne lointaine d'un bateau partant avant l'aube. Une lumière différente. La lune se reflétait sur l'eau et laissait des gouttes d'argent tremblantes sur le plafond de la pièce. Une odeur différente, sel, algues et le parfum d'un buisson de jasmin poussant juste sous le balcon. Elena restait allongée dans le noir et écoutait. Pour la première fois en 30 ans, elle n'avait pas à écouter la respiration d'autrui, à suivre les horaires d'autrui ou à attendre les appels d'autrui. Le lit était étroit, mais il y avait assez de place pour elle seule. Il y avait toujours assez de place. La boutique de fleurs est arrivée par hasard. Une semaine après avoir emménagé, Elena se promenait le long de la plage et a remarqué un panneau à louer sur un petit espace entre une poissonnerie et une pharmacie. Dans la vitrine, une porte avec une cloche. À l'intérieur se trouvait un comptoir poussiéreux et des étagères vides. Le propriétaire vendait autrefois des souvenirs mais a fait faillite après la pandémie. Elena est entrée. Elle a regardé autour d'elle. L'endroit était petit, environ 20 mètres carrés, plafond bas, mur lambrissé de bois et un évier dans le coin avec un robinet rouillé. Mais à travers la fenêtre, la lumière du soleil et la poussière dans ses rayons étaient comme de l'or. Combien est le loyer ? A-t-elle demandé au propriétaire de l'immeuble après avoir appelé le numéro sur le panneau. C'était un petit montant. Elena a dit « Je le prends ». Et elle s'est surprise elle-même de la facilité avec laquelle elle l'avait fait. Elle n'avait jamais été fleuriste professionnelle, mais elle avait passé toute sa vie à s'occuper de plantes dans le jardin, sur les rebords de fenêtres, dans des pots. Elle savait lesquelles aimaient le soleil, lesquelles aimaient l'ombre, lesquelles devaient être arrosées chaque jour et lesquelles seulement une fois par semaine. Elle savait coordonner les couleurs dans un bouquet, comment couper les tiges pour que les fleurs durent plus longtemps. C'était la seule chose qui lui appartenait. Ramon ne s'était jamais intéressé à ces plantes, il les considérait comme un caprice. Dans les premiers jours, Elena a nettoyé, frotté et peint. Elle a peint les murs d'un vert vif, a nettoyé les étagères et les a vernis. Elle a apporté le premier lot de fleurs du marché de roses, chrysanthèmes, gerberas, quelques pots de succulentes. Elle a mis un seau en étain plein de tournesols devant la porte très jaune, grand, comme de petits soleils. Au-dessus de la porte, elle a accroché une enseigne qu'elle avait dessinée elle-même sur un morceau de contreplaqué, Elena's Flowers. Les clients sont venus dès le premier jour. Une vieille femme de la maison d'à côté a acheté un bouquet de chrysanthèmes pour l'église. Ensuite, un jeune homme est entré. Après avoir passé beaucoup de temps à choisir des roses du jardin, il a finalement admis qu'il allait à son premier rendez-vous. Elena a fait un bouquet de 5 roses rouges et une blanche. La blanche, c'est pour qu'elle sache que vous êtes sérieux, a dit Elena. Le jeune homme a souri, ce qui lui a réchauffé le cœur. Loïda est venue lui rendre visite un mois après son emménagement. Elle se tenait à la porte de l'appartement avec une valise et une boîte de biscuits faits maison. Elle a serré Elena dans ses bras, a fait un pas en arrière et l'a regardée de haut en bas. « Tu es différente » a-t-elle dit. « Qu'est-ce qui est différent ? » Je ne sais pas. La vie. Les choses sont différentes dans tes yeux. C'était comme si tu t'excusais toujours pour ton existence. Maintenant, ce n'est plus le cas. Elles ont pris un café sur le balcon, admirant la vue. Loïda lui racontait les nouvelles de la ville, qui s'était marié, qui avait divorcé, et que le café sur la place avait un nouveau propriétaire, un garçon qui avait un mauvais mélange de café mais qui avait installé le Wi-Fi gratuit. Elena écoutait et souriait. Ces petites choses qui n'étaient auparavant que du bruit semblaient maintenant différentes. C'était comme une confirmation que le monde continue de tourner et qu'il y a une place ici, pas seulement pour les catastrophes. Danilo, a demandé prudemment Loïda. Quand elles se sont tues, Elena a posé sa tasse sur la rambarde du balcon. Il m'a appelé 2 fois. La première fois, après le verdict, il a dit qu'il était désolé, que son père l'avait juste convaincu, qu'il comprenait à quel point j'étais blessé. Il a parlé longuement, magnifiquement. Et j'ai dit, je t'entends, Danilo. Puis j'ai raccroché. Et la deuxième fois, il a envoyé un long message long de 2 écrans disant que j'étais la seule qui lui restait, qu'il comprenait tout, qu'il voulait tout arranger. Loïda s'est tue, attendant. Je n'ai pas répondu, a dit Elena. Et tu sais Loïda, je ne suis pas accablé par cela. Je pensais que ce serait difficile.
Je pensais que je pleurais la nuit et que je pleurais pour mon fils, il est toujours mon sang. Mais non. Je me couche le soir et j'écoute la mer et je suis en paix. Peut-être que cela passera aussi. Peut-être qu'un jour je me réveillerai et que je voudrais lui répondre. Mais pas maintenant. Maintenant, je ne peux pas et je ne veux pas me forcer. Loïda a posé sa main sur celle d'Elena et n'a rien dit. Parfois, le silence est tout ce dont on a besoin. Les jours dans la petite ville balnéaire sont devenus un flux paisible et continu, et Elena s'est progressivement habituée à ce rythme. Les matins commencent tôt, pas à 5 heures comme avant, mais à 6 heures. Quand le soleil se lève sur la baie et remplit sa chambre, elle prépare du café dans une petite bouilloire qu'elle a achetée au marché local et le boit sur le balcon en regardant les bateaux de pêche. Puis elle va au magasin, la porte s'ouvre, la cloche sonne, et la journée commence. Les gens la reconnaissent rapidement. Les voisins ne viennent pas seulement pour les fleurs. Meng Berthaud, de la poissonnerie, lui apporte des crevettes fraîches tous les mardis. Aline Suzanne, la propriétaire de la pharmacie, s'arrête pour discuter chaque midi. Une jeune mère de la maison d'à côté laisse sa poussette dehors et choisit des plantes pour son rebord de fenêtre pendant que son bébé dort. Elena apprend leurs noms, leurs histoires, leurs habitudes. Pour la première fois depuis longtemps, elle sent que sa présence dans un lieu a de la valeur, pas parce qu'elle est la femme de quelqu'un ou la mère de quelqu'un, mais parce qu'elle est Elena. L'entreprise de quincaillerie n'est plus sous sa gestion. Elle a embauché un gérant, une personne de confiance recommandée par Maître Vargas, et elle reçoit un revenu régulier qui lui suffit pour vivre et investir dans la boutique. La boutique ne rapportait pas encore beaucoup d'argent, mais Elena n'était pas pressée. Elle aimait le processus lui-même, choisir les fleurs au marché tôt le matin, arranger les paniers, voir les gens partir avec le sourire. Une soirée de fin mai fut la plus mémorable pour Elena. Elle ferma la boutique et monta à l'appartement. Elle prépara le dîner, poisson grillé au citron et aux herbes avec une salade fraîche. Elle apporta son assiette sur le balcon. Le soleil se couchait derrière le phare, et le ciel avait cette couleur que l'on ne voit qu'au bord de la mer, rose à l'horizon virant au violet puis au bleu profond. Les bateaux tanguaient sur le quai. En bas, il y avait des rires d'enfants et l'odeur du sel et du jasmin. Elena mangeait lentement, sans se presser. Elle n'avait pas à cuisiner pour deux. Elle n'avait pas à attendre un appel. Elle n'avait pas à suivre l'emploi du temps de quelqu'un d'autre. Une assiette, une fourchette, un verre d'eau citronnée, un silence qui n'était pas vide, mais plein de paix. Elle pensa à Ramon. Pas avec douleur ou colère, mais avec étonnement. 30 ans à côté de quelqu'un qu'elle ne connaissait finalement pas très bien, ou peut-être connaissait-elle mais ne voulait-elle pas voir. Tous les signes étaient là, le secret, l'irritabilité, les retours tardifs à la maison, l'odeur du parfum d'une autre. Elle a choisi d'ignorer, a choisi de croire, a choisi de rester silencieuse. Et dans ce choix, elle porte aussi une responsabilité, pas pour le péché, mais pour s'être laissée devenir invisible. Pratique, prévisible, quelqu'un qui l'écoute toujours. Mais c'était l'ancienne Elena. L'Elena qui avait peur des questions parce qu'elle avait peur des réponses. L'Elena qui signe des papiers sans les lire parce que c'est plus facile. Elena repose la tasse sur la table. Elle réalise que ce dont elle portait le deuil n'était pas son mari, mais une illusion qu'elle avait elle-même créée. La nouvelle Elena est assise sur le balcon avec vue sur la mer et mange du poisson qu'elle a cuisiné elle-même. Elle vit dans un appartement de son propre choix, travaillant dans un magasin qu'elle a ouvert elle-même. Et pour la première fois en 55 ans, elle savait ce qu'elle voulait, pas pour les autres, mais pour elle-même. Les derniers rayons de soleil avaient disparu derrière le phare. Le dernier rayon a touché l'eau, a scintillé et a disparu. Les lumières sur la plage se sont allumées, et la baie semblait décorée de lumières de Noël. Les lumières se reflètent sur l'eau sombre et se balancent avec les vagues. Elena a fini son eau, a ramassé la vaisselle et est allée à la cuisine. Elle a lavé l'assiette et l'a posée sur l'égouttoir. Une assiette, une tasse. Et il n'y a pas de tristesse là, mais de la simplicité, une honnête et propre simplicité de vie où, enfin, cela suffit. Elle a éteint la lumière, s'est allongée sur le lit et a fermé les yeux. Devant la fenêtre, la mer gronde paisiblement. Il y a un rythme comme la respiration d'une personne calme. Et Elena pensa en s'endormant que si 30 ans était une longue période, la vie qu'elle construit maintenant pour elle-même selon ses propres règles valait chaque jour qu'il lui restait. Merci d'avoir écouté l'histoire.